Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 22h à la une de l'actualité. Signature d'une convention archéologique entre le ministère de l'Enseignement supérieur et l'ambassade de France. Et Joe Biden vise à vacciner 70% des adultes d'ici le 4 juillet, fête nationale des États-Unis. Bonsoir à tous. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale a tenu donc une réunion avec son homologue Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et marocaine, résidant à l'étranger, ont tenu hier une vidéoconférence réunion concernant la question du Sahara marocain. Le gouvernement djiboutien a réitéré l'attachement résolu et constant de Djibouti à l'intégrité territoriale du Maroc. À cet égard, Djibouti a renouvelé son appui ferme à une solution politique négociée, consensuelle et définitive. Dans ce cadre, le Maroc se réjouit de la position de notre pays qui a toujours soutenu l'intégrité territoriale du Maroc, ainsi que l'ouverture de ce pays frère dans son consulat général à Dakhla en février 2020. Les deux parties ont convenu de tenir à Rabat, une fois que la situation sanitaire le permettrait, la première session de la commission mixte coopération entre Djibouti et le Maroc à une date qui sera arrêtée dans un commun accord par voie diplomatique. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a participé aujourd'hui à une rencontre virtuelle de l'ALESCO qui a fait le choix exclusif de la plateforme Classera dans ses missions d'éducation à distance et d'e-learning. Les panélistes issus des pays membres de l'ALESCO ont unanimement salué les avantages technologiques de cette plateforme développée par le géant de l'informatique PACCAR, qui signe ainsi sa première entrée dans les technologies éducatives et de l'e-learning. Cela rejoint la mise en place des smart classrooms et des mini-PC sans connecter à un écran tableau intelligent connecté à un accès point en ligne. Le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a mis l'accent sur l'intérêt de ces technologies en période de Covid. Il a annoncé un projet qui vise à interconnecter les écoles avec un haut débit et relier ainsi cette même connexion au domicile ainsi qu'au ministère de l'Éducation. Et dans une intervention faite, le ministre de l'Éducation a rappelé les réalisations dans le domaine technologique, numérique et éducatif qui ont permis la continuité des cours à travers le e-learning, mais aussi le clou du CRIPEN, Google et Classroom. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je suis heureux de vous exprimer toute ma gratitude pour le soutien que vous nous avez apporté et continuez à apporter. Nous avons grandement apprécié vos efforts et votre suivi personnel pour la mise en œuvre du projet, le premier du genre en République de Djibouti, à savoir l'utilisation de la plateforme Classera. En effet, nous avons lancé des classes virtuelles pour préparer les lycéens qui passent le baccalauréat en utilisant le cloud, mais également le e-learning et le Moodle d'e-CRIPEN. Puis, nous avons également utilisé, entre autres, Google Classera, qui constitue donc une plateforme performante adaptée à tout le public, élèves, enseignants, parents, personnel administratif et pédagogique, que nous avons utilisé gratuitement, et c'est grâce à vous, notamment à la forte collaboration qui existe entre le ministère de l'Éducation nationale et l'ALESCO. Et je profite de cette occasion vraiment pour remercier l'appui constant, le conseil et surtout la disponibilité du directeur général d'ALESCO. Nous adressons nos vifs remerciements à ALESCO et à toutes les parties prenantes qui coopèrent avec elle pour leurs efforts remarquables et leur soutien continu
pour la mise en place d'un système intégré d'apprentissage en ligne pour la République de Djibouti. Je vous l'annonçais dans le titre, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a présidé ce matin la signature d'une convention qui marque le début du cadre de partenariat entre Djibouti et la France en matière de recherche archéologique. La signature d'une convention qui a eu lieu au CERD et avec l'IRA a pour objectif dans 4 ans avec cette ambassade de France et les institutions de recherche d'enseignement français que sont le CNRS et l'Université de Toulouse. La cérémonie a vu la participation de l'ambassadeur de France, Arnaud Gulois, le directeur général du CERD, Jalaluddin Mohamed, le directeur de l'IRA, et la chargée d'affaires du CRNSS de cette mission archéologique franco-djiboutienne. Nous sommes ici pour finaliser le projet que nous avons élaboré tous ensemble avec le CERD et l'IRA autour de la création du Centre de conservation et d'études des collections archéologiques, centre prochainement équipé dans les locaux du CERD, et ce, selon les normes internationales, dans le but d'une part de recevoir l'intégralité des vestiges exhumés lors de ces 40 dernières années de recherche archéologique, mais aussi pour pouvoir les étudier avec les équipements appropriés. Quoi de mieux pour matérialiser les relations fortes et étroites nouées de longue date entre la mission archéologique et le Mensur que la sortie d'un ouvrage collectif autour du patrimoine archéologique de Djibouti. Nous sommes en effet ici également pour présenter ce livre, Des paysages et des hommes, regard sur le patrimoine archéologique du lac Abbé. C'est un ouvrage que Xavier Guterres et moi-même mûrissions depuis de longues années. Plus de 200 pages d'archéologie et d'histoire richement illustrées, rédigé des mains de près de 30 chercheurs français et djiboutiens, membres du programme, et préfacé par l'éminent Yves Coppens. Suivant cette fois cette interview du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Je suis très heureux ce matin pour 3 grands événements très importants. C'est d'abord une histoire de 40 ans de recherche, d'amitié, de coopération et de collaboration entre un institut qui est actuellement l'IRA, donc mené par Salah Zakaria, et l'institution qui est le CERD, avec nos partenaires français. Cette coopération a abouti à la rédaction de 2 livres, un sur la Sakoma et le deuxième qui est actuellement Djibouti, des paysages et des hommes, 2 livres magnifiques qui nous parlent de notre passé, qui parle aux Djiboutiens, mais qui parle également à l'humanité, comment ce peuple a pu s'organiser à fur et à mesure que son espace et son environnement changeaient. L'autre aspect important, c'est la préparation de la recherche scientifique, conduite donc par l'IRA, et la préparation de tous ces jeunes que vous voyez qui sont à côté de nous, qui vont poursuivre dans leur formation et dans l'avenir le suivi, c'est sûr, mais également la poursuite de ces recherches. L'autre élément important et que je souligne et qui tient beaucoup au président de la République, c'est le rapatriement des collections de tous les échantillons djiboutiens. Nos amis français sont disposés donc, et tout est actuellement en préparation pour que ces échantillons arrivent au CERD, soient inventoriés, étudiés et donc mis à disposition pour l'observation à tout chercheur, à toute personne intéressée pour découvrir. L'élément important pour l'avenir maintenant, c'est sur la poursuite de la recherche scientifique, mais c'est un patrimoine qu'il faut qu'on valorise à travers le tourisme, à travers la promotion de ce que Djibouti peut donner au niveau de sa culture, de son histoire, et de l'enrichissement, bien sûr, de ce que le CERD, l'IRA, peut apporter au musée national, qui est donc un grand projet du président de la République pour que le patrimoine djiboutien soit connu, reconnu, étudié, échantillonné et surtout préservé.
Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younes Al Guedi, a aujourd'hui au Palais du Peuple tenu une réunion au cours de laquelle il a fait le point sur l'état d'avancement de la construction du projet éolien de 60 MWh au Goubet avec toutes les parties prenantes, à savoir les représentants sur le terrain des sociétés Eritsi Power, Siemens et autres, tels que l'EDD. Il faut également noter que les hauts responsables de ces compagnies intervenant par vidéoconférence depuis leur siège à l'étranger, notamment aux Akouri, le chef de projet de la société Red Sea Power, les responsables des deux parties se sont surtout concertés et échangés sur les voies et moyens de remédier au retard dû au Covid-19 et les récentes intempéries. Et dans un mot, le ministre de l'Énergie, Younes Al Guedi, a pour sa part s'est déclaré globalement satisfait de ce qui a été réalisé jusqu'ici. Pour d'abord s'imprégner de l'état d'avancement de notre grand projet éolien d'ici de Goubet. Ce projet, notons-le, qui a commencé il y a plusieurs mois et dont le matériel de tous ces éoliennes sont déjà au port de Djibouti et que nous espérons bientôt sera transporté ou transféré sur le site de Goubet afin de les installer. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour nous imprégner de l'état d'avancement de ce projet en invitant toutes les parties prenantes, à savoir le porteur du projet qui est le ministère de l'Énergie, l'électricité de Djibouti, l'investisseur qui est African Finance Corporation ou AFC, avec les sous-traitants qui sont Siemens Gamesa, Tractabel, Orchid sur le génie civil, mais aussi AEI Power sur la partie électrique. Notons aussi que nous avons aussi d'autres partenaires djiboutiens. Je peux vous dire aujourd'hui qu'une trentaine de sociétés djiboutiennes y travaillent. Plus de 200 à 300 djiboutiens travaillent et se relèvent 24 heures sur 24 pour ces travaux. Nous sommes aujourd'hui satisfaits de l'état d'avancement des projets, mais ceci dit, cela ne nous empêche pas de nous réunir et de voir ensemble les difficultés, mais aussi les résultats ou les objectifs qui sont atteints. Et ce n'est que la première réunion qui a été faite, mais je peux vous dire que le gouvernement de Djibouti va assister et va contrôler chaque fin du mois, à travers les ministères de l'Énergie, ces grands projets qui portent à cœur tous les Djiboutiens et dont nous voulons arriver sur le deadline ou sur les temps qui nous a impartis pour finir ces projets-là. Nous notons aujourd'hui que dans une première phase, l'électricité de Djibouti a finalement fini. La ligne de raccordement du Goubet à Djabanas. Les postes transfo de 220 000, 63 000 et de 20 000 qui sont installés sur le site de Goubet sont pratiquement finis. Donc je peux vous dire aujourd'hui que la ligne plus les postes transfo seront opérationnels début juillet de cette année, dans 2 mois exactement. Un atelier de concertation sur la conception du projet d'efficacité énergétique dans les bâtiments publics en République de Djibouti a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Présidé par l'Agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie, l'ADME, Madame Saïda Omar, après également par des différents secteurs ministériels, financiers et environnementaux. Eh bien, l'objectif de ces travaux de concertation est la conception du projet de bâtiment public que l'ADME avait initié avec l'AFD. Une brève présentation avait été faite par l'expert de l'AFD sur la modalité et l'identification du lieu de bâtiment public, objectif étant la réduction de plus de 50% de consommation, soit 3 975 000 MWh par an. Et dans une intervention, la directrice de l'ADME, Mme Saïda Omar, a rappelé que ces travaux commencera d'ici l'année 2022. De ces travaux et la concertation et la mise en place de la conception du projet d'efficacité énergétique de bâtiments publics que l'ADME avait initié avec l'Agence française pour le développement. Donc c'est un projet qui va se mettre en place d'ici à la fin de l'année et les travaux et toutes les activités commenceront, Inch'Allah, en 2022.
Donc là, on est là pour la structuration, la conception de ce projet-là, avec toutes les parties prenantes, comme c'est les bâtiments publics. Les bâtiments publics, c'est plusieurs ministères, donc tels que le propriétaire du ministère du Budget, et le ministère de l'Habitat à partie travaux, et le ministère de l'Énergie, tout ce qui concerne l'énergie, l'efficacité énergétique, et tout ce qui est l'énergie dans les bâtiments. L'identification a été faite par une étude qui a été faite en 2019. Donc on a fait une étude d'efficacité énergétique des bâtiments publics. Donc les bâtiments publics en général, c'est 2400 bâtiments. La DME a fait l'étude auparavant. Donc on a fait la liste de toutes les consommations de ces bâtiments-là. Donc on va essayer de faire des économies d'énergie pour l'État, pour que le bureau public et les établissements publics puissent faire des économies d'énergie. Donc on a fait l'étude et à partir de cette étude-là, on a demandé le financement à l'AFD qui a été accordé. Donc le cabinet d'études a été venu en 2019. Donc on a choisi 11 bâtiments, on peut dire 10 parce que le site ministériel, il y a 2 bâtiments, le vieux et le nouveau. Donc on a pris 10 bâtiments de 10 typologies différentes, telles qu'une école, un hôpital, un CDC et les bureaux. Donc, et un mosquée, donc faut pas oublier les lieux cultes. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait la liste. Santé cette fois avec cette importante réunion axée sur la lutte contre la Covid-19 dans notre pays. Réunion qui s'est déroulée au ministère de la Santé sous la présidence du secrétaire général, Dr Salah Benoïta, du président de la Commission nationale d'introduction du vaccin, Dr Ahmed Roblé, en présence des membres de la Commission scientifique de lutte contre la Covid-19 dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Objectif de cette réunion porte sur la mise en place d'une nouvelle stratégie pour répondre efficacement face à la pandémie, sur les voies et moyens d'améliorer la prise en charge de la vaccination, la mise en place d'une stratégie de communication impliquant les médecins. Et pour plus de détails sur ce qui concerne cette réunion, mais aussi cette campagne de vaccination, nous avons avec nous sur ce plateau Dr Dembio Mohamed. Bonsoir docteur. Je rappelle que vous êtes le médecin-chef de la région de Tadjoura. Donc ce soir, vous allez nous parler de la campagne de vaccination qui a débuté dans la capitale et qui se poursuit dans les régions de l'intérieur. Ma première question est toute simple. Est-ce qu'une personne qui a déjà eu le Covid-19 a besoin de se faire vacciner? Merci beaucoup, madame, de nous avoir invités sur ce plateau pour pouvoir expliquer certains détails à la population. Pour répondre à votre question, la personne qui a déjà eu le Covid peut se vacciner à partir du 3e mois, mais pas avant. Les experts, après concertation, après plusieurs analyses et plusieurs concertations, ont dit que la personne peut se vacciner à partir du 3e mois. Mais elle doit se vacciner pour avoir plus d'efficacité. Et les vaccins qu'on lui injecte lui servent comme si c'était la 2e dose. Et après, ça dépend du vaccin qu'on lui injecte. En parlant de 2e dose, qu'est-ce que cela veut dire pour les personnes qui nous écoutent ce soir et qui ne comprennent pas forcément c'est quoi une première dose et une seconde dose du vaccin? En fait, tout d'abord, il faut comprendre comment les vaccins fonctionnent. Les vaccins, bon, nous avons tous été vaccinés dans la jeunesse, lorsqu'on était petit, à l'âge des... On nous a introduit une partie du virus. En fait, il faut comprendre, ce n'est pas une partie du virus. Il y a plusieurs types de vaccins. Il y a des vaccins où on injecte le virus qui est atténué. C'est-à-dire que le virus a été rendu inoffensif. On a enlevé toutes les parties qui peuvent devenir pathologiques. C'est juste l'image, c'est la copie du virus qu'on injecte à la personne. Okay. Mais le virus garde toujours ses caractéristiques. C'est-à-dire que ces différentes morphologies, tout ça, ça garde. Mais le virus n'est pas inoffensif. Plutôt, le virus est inoffensif. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rendre la personne malade. Et une fois qu'on injecte ces virus dans la personne, le corps réagit à ces particules. Pourquoi c'est important? Parce que ça ne va pas faire du mal au corps. Comme c'est un corps étranger, le corps va essayer de fabriquer des anticorps. C'est-à-dire que c'est comme des soldats qui vont retenir l'image du virus et qui seront prêts à l'attaquer la prochaine fois que le virus va pénétrer dans le corps. Et comment est-ce que le vaccin contre la Covid-19 fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne de la même façon ou bien c'est différent? En fait, les vaccins, il y a
plusieurs types de vaccins. Vous avez sûrement entendu, il y a les Johnson, il y a les Moderna, il y a l'AstraZeneca, il y a les Sputnik, il y a tout ça. Les vaccins qu'on utilise à Djibouti ont les mêmes principes que je viens de citer. Pour les vaccins AstraZeneca, c'est un fragment de virus qu'on injecte chez la personne, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors que chez les vaccins chinois qu'on appelle Sinovac ou Coronavac ou Sputnik, c'est les mêmes procédés. C'est comme pour la rougeole, pour la diphtérie, pour les anciens vaccins qu'on utilisait. C'est-à-dire que c'est un virus qui a été rendu inoffensif qu'on injecte. Et l'utilité, c'est quoi? C'est que les virus, une fois injectés, le corps va les reconnaître. Et va fabriquer des anticorps, c'est-à-dire des petits soldats qui vont les reconnaître et qui seront prêts à réagir. L'important, c'est que la prochaine fois que les virus vont pénétrer dans le corps, les petits soldats qu'on appelle les anticorps dans le terme médical sont déjà prêts, et spécifiquement à ces virus. Et une fois que le virus est détecté, c'est que le corps va produire un nombre important d'anticorps et va essayer d'éliminer le plus vite possible ces virus. Et pour les plus sceptiques d'entre nous qui ne veulent pas se faire vacciner, est-ce que les effets secondaires de ces vaccins contre la COVID-19, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Comment est-ce qu'une personne peut avoir des effets secondaires différents d'une autre et que les plus sceptiques d'entre nous ne comprennent pas ou ne veulent pas se faire vacciner de peur? En fait, c'est normal d'avoir peur. Pourquoi? Parce que déjà, les virus, plutôt les coronavirus, est apparu il n'y a même pas 2 ans, c'est-à-dire 1 an et demi, c'était en tout cas en 2020. Donc c'est normal d'avoir peur. Et puis la deuxième des choses, c'est quoi? C'est qu'au début, lorsque le virus est venu, beaucoup de gens, beaucoup d'experts, les gens ne savaient pas comment on allait réagir, comment est-ce qu'on allait pouvoir contenir les virus. Donc après, rapidement, les gens ont mis en place, les experts internationaux, tels que l'OMS, la Commission européenne, les États-Unis, tout ça, ils ont mis en place des vaccins. Bon, qu'ils ont validé rapidement, vu les circonstances, vu la portée planétaire de la pandémie. Donc maintenant, les vaccins, c'est normal que ça réagisse de différentes manières chez les gens. C'est normal. Par exemple, maintenant, si moi, je rentre dans un local et que vous et moi, on rentre ensemble, on ne va pas réagir de la même manière. Vous-même, vous avez remarqué, il y a des gens, une fois dans le riz ou bien une fois les poussières, il y a des gens qui éternuent, il y a des gens qui tombent malades. Alors qu'il y a des gens qui ont toujours des santé de fer, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques sanitaires que les autres personnes. Bon, les effets secondaires maintenant, c'est normal qu'il y ait différents types d'effets secondaires. C'est juste une empreinte génétique. On n'est pas les mêmes, nous ne sommes pas les mêmes. Chacun, Dieu, il a fait de telle manière que nous soyons différents et uniques. C'est normal qu'on ne réagisse pas de la même manière. Maintenant, pour ce qui est des effets secondaires, il y a les effets secondaires qu'on appelle les effets secondaires majeurs et les effets secondaires minimes. Les effets secondaires majeurs, pour le moment à Djibouti, la commission chargée de récolter les effets secondaires disent qu'ils n'ont pas eu des effets secondaires majeurs. C'est quoi les effets secondaires majeurs? Les effets secondaires majeurs, c'est surtout la thrombose. Pour AstraZeneca. AstraZeneca, on parle de thrombose. Mais maintenant, il faut essayer de comprendre. Lorsqu'on dit thrombose, les mots sont forts. Mais, madame, vous avez plus de chances de faire une thrombose si vous prenez l'avion que si vous prenez AstraZeneca. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les experts qui le disent. En tant que journaliste, vous devez savoir que les experts, l'avis des experts compte mieux que l'avis des publics. On est bien d'accord. Après, lorsqu'on essaie de voir les statistiques, lorsqu'on essaie de voir les analyses qui ont été faites, les cas de thrombose majeure qui sont récoltés, c'est 4 personnes. Mais les responsables eux-mêmes de la société AstraZeneca ont confirmé en public que certaines thromboses étaient causées par ce vaccin. Il faut comprendre. Je n'ai pas dit que ça ne cause pas. J'ai dit que c'est minime. Parce que lorsqu'on met un vaccin sur place, même les paracétamol qu'on prend, ça peut entraîner des effets secondaires chez des gens. C'est comme on disait. Oui, même les paracétamol peut entraîner. Mais après, est-ce que le nombre de cas qui ont présenté des effets secondaires et le nombre de cas qui n'ont pas présenté des effets secondaires, lorsqu'on essaie de faire la balance, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Maintenant, les experts disent qu'ils vont, comme on appelle ça, en Angleterre et compagnie, c'est 5 personnes pour 1 million d'habitants. Essayez de voir. Est-ce qu'on essaie de voir les 5 personnes ou bien est-ce qu'on essaie de vacciner les 1 million de personnes? Et est-ce qu'il y a des personnes qui sont immunisées contre le Covid-19? Ah, ça, c'est une étude à part. Par exemple, pour les virus du sida, on disait qu'il y avait des personnes qui ne faisaient pas les virus du sida, qui ne pouvaient pas être infectées par les virus du sida. C'est comme je le disais tantôt, c'est des particularités. Chaque personne est unique. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous et moi, on est des races humaines, mais on n'est pas les mêmes. Moi et mon frère, on ne sont pas les mêmes. C'est la même chose, le corps ne réagit pas de la même manière. Maintenant, juste pour
apporter une clarification. Il faut que les gens comprennent que les vaccins, c'est pour eux. Oui. Comment est-ce qu'on peut concevoir que l'État, qui est responsable de toute sa population, va acheter des vaccins à des prix exorbitants, et puis tout en sachant que ce vaccin est contre-indiqué, tout en sachant que ce vaccin est mortel? Ce n'est pas possible. Essayez de raisonner un peu, ce n'est pas possible. C'est parce que... Ce n'est pas une question de résonance, mais le vaccin, vous êtes là pour parler, pour dire que chaque personne doit se faire vacciner pour éviter que la pandémie ne se propage dans le pays. Dans le pays, non. En fait, lorsque vous m'avez dit qu'il y a trop de sceptiques. Non, il y a des personnes sceptiques, c'est pour eux qu'on parle ce soir. Exactement. Pour dire à ces personnes, faites-vous vacciner. Il faut qu'ils comprennent que si on a acheté les vaccins, si on l'a ramené à Djibouti et qu'on l'a rendu gratuit, c'est pour le bien-être de la population. Ce n'est pas pour faire du mal à la population. Il faut le dire à la caméra comme ça pour qu'ils puissent comprendre. Après, bon, chacun peut parler comme il vient. D'accord. Mais il faut voir la réalité en face. Ok. Est-ce que les gens qui sont censés, qui nous dirigent, est-ce qu'ils sont capables de faire ce genre de trucs? Non, moi je ne pense pas, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, lorsqu'on laisse l'État djiboutien de côté, l'OMS, l'Union européenne, les États-Unis, tous ces gens qui ont mis en place, il faut savoir que le vaccin n'est pas fabriqué à Djibouti. C'est un vaccin qui est venu des États-Unis, qui est venu de l'Amérique, plutôt de l'Europe. C'est un vaccin qui est venu de la Chine. Des pays qui ont été les plus touchés par cette pandémie. Et qui ont vacciné les plus par rapport à nous. Nous, c'est 1 million d'habitants. C'est même pas un quartier dans certains pays. Donc, il faut comprendre que c'est pour le bien-être de la population que l'État se fatigue. Une chose aussi, pourquoi on décide de vacciner les gens? Au début, on avait parlé de ce qu'on avait appelé l'immunité collective. L'immunité collective, ça veut dire quoi? C'est qu'on doit atteindre un certain seuil pour que les virus ne circulent pas. Maintenant, avec la vaccination, on dit, pourquoi tout à l'heure, dans le titre, vous disiez que Biden veut vacciner 70% de la population. Pourquoi le chiffre 70? Pourquoi on n'a pas dit 50? Pourquoi on n'a pas dit 60? Parce qu'à partir d'un certain seuil, 60% de la population, les virus ne circulent pas. C'est juste pour atteindre ces seuils. C'est pour ça qu'il y a eu le confinement à une partie. Exactement. C'est juste pour diminuer l'impact. Donc la vaccination, c'est très, très, très important. Il faut que les gens se vaccinent. C'est très, très important. Vaccination et gestes barrières. Gestes barrières, toujours. La propagation de ce virus. Voilà, exactement. Toujours. Merci, docteur, d'avoir répondu à nos questions. Et dans le reste de l'actualité, l'ambassade des États-Unis à Djibouti, à travers le civil affaires du camp Lemonnier, ont livré du matériel médical essentiel au ministère de la Santé pour soutenir la réponse du gouvernement djiboutien à cette pandémie du coronavirus. La réception de ce don a été reçue par docteur Saleh Banouta, qui a explicitement remercié le peuple américain pour ce geste et qui permettra de renforcer la capacité opérationnelle des différents services. Et dans l'avenir, nous allons envoyer encore des matériels, même des médicaments pour répondre aux crises. Donc ça sera un don juste immédiat avec le matériel disponible dans ce moment dans le camp. Mais nous allons travailler ensemble pour avoir une réponse, même avec les autres partenaires internationaux, plus vaste. Et Dr Saleh Banouta Tourab a également remercié le peuple américain pour ce don important, suivant une partie de son intervention. De participer à la prise en charge des malades de Covid, mais également d'autres médicaments pour les soins courants, parce qu'on a tendance à parler beaucoup de malades de Covid, mais il y a aussi d'autres pathologies qui continuent à toucher nos populations. Et l'amitié franco-américaine montre ici qu'il y a une forte relation entre nos deux pays et tous les gens qui ont participé à cette démarche pour que cela aboutisse et qu'on puisse recevoir ce don. Et l'ambassadeur est vraiment très actif dans ce cadre-là. Il nous a promis aussi que ça va se poursuivre, cette collaboration. Dans le cadre des actions civilo-militaires, le SOS Village d'enfants a reçu de l'armée espagnole un important lot de machines à coudre en vue de nouer une coopération sur un élan plus promoteur. Eh bien, rappelons que ce don contribuera à la réussite de la vie des jeunes déscolarisés et des orphelins.
Eh bien, ont participé à cet événement, outre le directeur général de l'OCS Village, M. Omar Deleta, le contingent espagnol conduit par le capitaine Alex. Dans l'actualité internationale, le président américain Joe Biden a fixé mardi un nouvel objectif de vaccination contre la COVID-19 aux États-Unis. Au moins une injection pour 70% des adultes d'ici le 4 juillet. Après des niveaux de vaccination records, le nombre quotidien de personnes recevant une dose anti-Covid est en baisse aux États-Unis, obligeant les autorités à revoir leur stratégie pour parvenir à atteindre les indifférents et les sceptiques. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.